Élevé au rang de prix Nobel alternatif 2018 pour son combat de longue haleine contre l'avancée du désert dans le Yatenga, Yakuba Sawadogo a longtemps été qualifié de fou par plusieurs. Mais son amour pour la nature a surpassé toute forme de médisance. Consacré à la restauration du couvert végétal, l'homme a tiré sa révérence le 3 décembre 2023, alors même que se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques COP28. Nous rendons hommage aujourd'hui à cet homme, aujourd'hui source d'inspiration dans la lutte contre l'avancée du désert et les changements climatiques. Changements climatiques donc, comment préserver les acquis de Yakuba Sawadogo. C'est le thème soumis à l'analyse du jour et j'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Emmanuel Djabouga qui est expert en évaluation environnementale. En face de lui, nous avons Daouda Kinda, journaliste au journal Le Quotidien. Bienvenue à tous les deux. Merci. Et bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission alternative. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour analyser les questions liées à l'environnement et au développement durable. Qu'est-ce qui a bien inspiré cette belle œuvre de Yakuba Sawadogo? Écoutez en mémoire donc ces propos de l'homme avant donc de poursuivre cette émission. Parce que au moment où je commençais le projet, la terre était complètement nue. Et même les animaux léchaient parfois cette terre, tellement qu'elle était nue. Et voyant la terre se dégrader progressivement, j'étais convaincu que cela n'est aucunement bénéfique pour nous. Parce que j'ai vécu au milieu de vieilles personnes. Et en son temps, de Waiguya au Mali, il n'y avait pas de centre de santé. Si une personne tombait malade, sa famille recherchait des plantes pour la soigner, avec l'aide des connaissances de la médecine traditionnelle pratiquée par les vieilles personnes. J'étais commerçant et je pouvais vendre 400 à 500 000 francs d'articles par jour. J'ai estimé que ce gain est inégal à celui que nous procure la nature. Raison pour laquelle j'ai abandonné le commerce pour me consacrer à la restauration du couvert végétal dans une vision d'acquérir des connaissances endogènes sur les plantes médicinales. De nos jours, je peux affirmer avec certitude que la terre regorge de richesses inégales pour nous et les plantes encore plus. Il n'y a pas ce jour où je ne cueille pas de plantes dans la forêt pour soigner une personne. De ce fait, mon vœu le plus cher est que tous s'engagent à préserver cette forêt qui nous est tous bénéfique. L'homme n'est plus, mais son œuvre demeure. Il s'agit d'une forêt de 28 hectares, érigée donc dans le Yatenga. Alors, Monsieur Emmanuel Djabouga, vous avez eu l'opportunité de faire personnellement la connaissance de l'homme. Qu'est-ce qui vous inspire plutôt son œuvre et comment avez-vous accueilli la triste nouvelle de sa disparition? Ok, bonjour et merci pour cette invitation. Alors effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer le vieux Sawadogo, comme on aime l'appeler affectueusement. C'était le 15 août 2020. Voilà l'image qui passe à la télé, les images qui passent à la télé. Alors quand je suis arrivé, il m'a accueilli. Enfin, j'ai planté également un baobab en l'honneur de notre visite là-bas. Et donc on a fait le tour avec son fils. Donc revenir discuter avec le vieux, voilà, sur certains aspects. Donc, je vais dire que sa disparition, ça nous a touchés, parce que vu le combat qu'il a mené pour la restauration des terres et la reconstruction donc d'un écosystème sur une terre complètement dégradée, comme lui-même il venait de le dire, c'était un site où il n'y avait plus pratiquement rien, qu'il a travaillé à reconstituer, voilà, à partir de zéro si on veut. Donc, c'est un travail immense qu'il a abattu. Et sa disparition, voilà, comme toute autre icône, voilà, ça nous laisse sans voix. Mais au moins, nous avons l'opportunité que ce qu'il a bâti comme œuvre, ça va se poursuivre. Et comme nous allons revenir là-dessus, évidemment, je vois dans ce qu'il a dit quelque chose de très intéressant. Il a été inspiré par la médecine traditionnelle, où il voulait reconstituer la forêt pour
alors avoir des arbres pour soigner. C'est ce qui, des espèces qui, exactement. Donc on aura peut-être l'occasion de revenir si le temps nous permet. Mais 2 arbres, ça permet de voir quelque part ce qui l'a motivé. Voilà, restaurer les sols dégradés, parce qu'il parlait des animaux qui laissaient les sols. Donc trouver restaurer des écosystèmes et aussi profiter des arbres pour soigner, donc la médecine traditionnelle. Donc entre autres des éléments qui l'ont inspiré et que nous allons voir comment on va travailler à préserver donc les acquis, voilà, de ce qu'il a pu déjà engranger. Alors, au moment donc où nous réalisions cette interview, nous étions en 2018 et il nous a accordé cet entretien et cette visite donc dans la forêt de Gourga. Alors, il a passé plus de 50 ans de sa vie à planter et à entretenir des arbres. Alors, Daouda Kinda, que vous inspire ce grand homme qui a su donc dompter le désert et qui a fait le choix d'emprunter bien entendu un chemin dont lui seul voyait l'issue à l'époque? Alors là, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le vieux Yacouba Sawadogo. C'est vrai que l'annonce de son décès a affligé beaucoup de personnes. On le savait tous déjà, mal en point, il souffrait déjà depuis plusieurs mois déjà. Voilà, il se battait contre la maladie et malheureusement, comme l'arbre qu'il a planté, l'homme naît, grandit, vit et meurt. Donc son jour est arrivé, il est parti et il a laissé beaucoup de choses à la postérité. C'est à nous autres, aux amoureux de la nature, aux Burkinabés, au monde entier en général, de tout faire pour que son œuvre là puisse perdurer. Déjà si partant du constat que dans son village il y avait des difficultés, puisqu'on était aux portes du désert, rien ne poussait, il a vu ça et en tant que commerçant, il décide de laisser tomber ses activités commerciales et se consacrer à la restauration du couvert végétal pour éviter que les populations de la localité qui avaient commencé à quitter parce que la terre n'était plus fertile, ils vivaient de la culture, de l'agriculture. Mais si les terres ne sont plus productives, il va falloir peut-être aller ailleurs pour trouver de quoi manger. Mais si lui a décidé de lutter contre cet aspect-là, nous sommes dans les années 70-80, voilà, nous sommes dans les années 70-80 et déjà lui, il avait ces idées-là et aujourd'hui, on voit que ça a payé. Et son œuvre aussi a commencé à faire œuvre utile parce que dans de nombreuses localités, au Burkina, au Mali, au Niger, au Sénégal même, des populations aussi se servent de son expérience, notamment avec les pratiques ancestrales, le zaï, les cordons pierreux, tout ça, pour pouvoir restaurer la terre afin d'accroître les productions. Et quand vous rentrez dans la forêt, vous allez voir qu'il y a de nombreuses, une vingtaine d'espèces végétales. Il y a même au niveau, sur le plan faunique, des espèces fauniques qui avaient fui la localité, mais qui ont commencé à revenir. Alors nous allons le voir tout à l'heure en image. Nous rappelons que l'homme n'est plus, mais avant de nous quitter, il a bien su préparer la relève donc à travers son fils Lukman Sawadogo. Aujourd'hui, cette forêt contribue à lutter donc contre les changements climatiques. Et je l'ai dit en introduction, l'homme nous a quittés au moment même où se tient la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est donc l'occasion pour nous de nous poser une question importante. Comment préserver cette œuvre merveilleuse pour la planète? Mais avant, nous vous conduisons bien entendu dans l'univers donc de Yacouba Sawadogo pour découvrir les merveilles donc de sa forêt. Ça, c'est une fosse compostière. Et ces petits trous, on remplit de l'eau pour les animaux sauvages, surtout les lièvres, etc., etc. Et ceux qui peuvent voler boivent sur l'arbre. On a déposé une canarie là-bas, on remplit de l'eau pour les oiseaux. Et je dis qu'à partir de 15h, 16h comme ça, si on vient ici, on peut compter plus de 200 oiseaux. On ne les tue pas, même si moi je croise un hérisson hors de la forêt,
ils les ramènent dans la forêt. Ça, à Morée, c'est Wilwiga. Son nom scientifique, c'est Guéra sénégalensis. C'est une plante qu'on peut utiliser ses feuilles pour soigner les maux de ventre. Ce point d'eau a été créé à la main. Et on l'a commencé à créer en février 2018. C'est 3 mois qu'on a pris pour créer ce retenue d'eau. C'est à la famille, les enfants, les petits-enfants, les frères qui ont venu, on s'est aidé pour créer. Ce point d'eau, ça va, les animaux sauvages vont profiter. Au lieu d'aller ailleurs, chercher de l'eau à boire, et puis, bon, hors de la forêt, si les gens les croisent, ils vont les abattre. Mais s'il y a l'eau à l'intérieur de la forêt, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs pour chercher. Et les arbres aussi qui sont à l'alentour vont rester toujours vertes durant toute la saison. Il y a eu la décoration de Thomas Sankara, il y a eu décoration de l'Allemagne, Italie 2 fois, et Pays-Bas. En tout cas, ça vaut 5 décorations qu'il a eu sans le prix Nobel alternatif. Alors, vous venez donc de voir les merveilles donc de la forêt de Gourga. Une forêt donc qui a été créée sur la base donc de rien, parce que il a juste fallu un engagement profond de tout cœur de Yacouba Sawadro pour que cette forêt puisse naître. Alors, Monsieur Diabouga, vous venez de le voir, c'est une œuvre merveilleuse. Aujourd'hui, on se pose la question importante, comment préserver donc cette forêt? En ayant en mémoire, bien entendu, la forêt de Kwa, qui a fait polémique pendant plusieurs mois au Burkina. D'accord. Je crois qu'il y a plusieurs éléments à mettre sur la table. Alors déjà, pour la pérennisation de l'œuvre du vieux Yacouba, il y a quelques aspects quand même intéressants à mettre sur la table. Premièrement, c'est la sécurisation du site. Et là, je crois qu'il y a une partie qui est déjà accomplie. De son retour pour son prix, le gouvernement avait pris l'engagement en son temps de clôturer sa forêt. Et ça, aujourd'hui, c'est chose faite. La deuxième partie concernait le statut. Exactement. Voilà, le statut et le titre foncier. Voilà, là, je crois que ces questions-là ne sont pas encore réglées. Et la commune, voilà, de Wayugia et tout ce qu'il y a comme cadre administratif qui peut accompagner pour la clarification de la sécurisation foncière, voilà, cette étape doit être accomplie. Donc, protection physique à travers la clôture, ça c'est un acquis, plus maintenant, sécurisation foncière avec tout ce qui est papier, voilà, pour que le site soit complètement bien protégé. Troisième élément, c'est maintenant la protection même de l'écosystème. C'est vrai, il y a son fils Lukman qui est déjà dessus. Voilà, c'est bien qu'il ait fait l'école nationale des eaux et forêts. Maintenant, il faudrait qu'il soit lui aussi accompagné et qu'il soit suffisamment engagé également comme le vieux père pour pouvoir pérenniser l'œuvre. Mais s'il n'a pas un engagement constant, ça va avec les conflits d'intérêts, avec tout ce qu'il y a comme famille. Bon, généralement, quand l'initiateur de l'œuvre n'est plus là pour continuer l'œuvre dans la famille, etc., il peut y avoir beaucoup de facteurs en interne. On espère que ça ne va pas arriver et que la famille va se mobiliser autour donc, de l'œuvre. Mais au-delà de la famille nucléaire, au-delà de son fils, il y a que tous ceux qui sont autour, qui peuvent accompagner l'initiative sur le plan administratif, comme on venait de le dire, que tout ça soit mobilisé, voilà, pour accompagner l'œuvre, pour que ça ne se dégrade pas et que, au contraire, ça puisse se bonifier davantage. Voilà, c'est comme ça que ça peut se pérenniser et que l'autre élément, c'est de continuer la visibilité du site. Voilà, je crois que ça doit être le 4e palier. Voilà, continuer à faire la visibilité du site parce que on sait généralement que pour la gestion de ces écosystèmes, souvent ça nécessite des moyens. Voilà, ils ont une pépinière dedans qu'il faut entretenir. Voilà, il y a nécessité de points d'eau comme on venait de voir. Donc, on a vu qu'ils ont creusé. Moi j'ai été là-bas. Ils ont créé
le point d'eau à la main. En temps, il y avait un château. Bon, je ne sais pas s'ils ont eu tout l'équipement nécessaire pour accompagner maintenant. Mais voilà, il y a des aménagements à l'interne, voilà, qu'il faut continuer. Voilà, il faut continuer. Et ensuite, il ne faut pas s'arrêter là où le vieux s'est arrêté. Voilà, il faut aller au devant. Quand il a commencé, les enjeux du changement climatique il y a 40 ou 50 ans, quand lui il a commencé, ce n'est pas les mêmes aujourd'hui. Donc, il va falloir encore plus d'énergie, plus d'engagement, plus d'accompagnement, voilà, pour pérenniser l'œuvre que lui il a commencé et même aller au-delà. Si lui il a pu faire 27 ou 28 hectares, 27 ou 28 hectares, aujourd'hui il est juste derrière le chercheur de Wayuya. C'est devenu maintenant, avant c'était la brousse, aujourd'hui c'est devenu la ville. Alors donc c'est voir, prospecter, voir est-ce qu'on peut démultiplier son travail, voilà, sur d'autres sites, pourquoi pas. Voilà, donc lui il a fait sa part, mais on doit préserver ce que lui il a fait, et mieux, on doit bonifier ce que lui il a fait, et on doit également répliquer son exemple. Pour terminer, pour faire le lien avec la forêt de Kwa, alors, d'une manière générale, je crois qu'il y a une étude du ministère de l'Environnement qui date autour de 2006, alors qui faisait l'état des lieux de la dégradation de certaines forêts. Donc, il y a des forêts à l'image du Kwa, à l'image d'autres forêts qui subissent beaucoup de pression et qui connaissent une forte dégradation. Ce qu'il faut faire, au lieu de les laisser comme ça, c'est trouver des moyens de restaurer. Je crois qu'à Kwa également, le ministère a pris l'engagement, de l'environnement a pris l'engagement de clôturer également la forêt de Kwa. Donc, si la clôture a été érigée, c'est bien. Maintenant, il faut travailler à enrichir, voilà, le potentiel végétal. Voilà, donc, et à l'image de Kwa ou d'autres forêts qui connaissent des niveaux de dégradation, la solution pour nous va être, en s'inspirant de ce que le vieux a fait, c'est de trouver des mécanismes pour enrichir ces forêts-là. Et il y a plusieurs techniques que les spécialistes peuvent déployer, voilà, que ce soit la régénération assistée. Bon, en tout cas, il y a plein de techniques qui peuvent nous permettre, voilà, de retrouver, d'enrichir, voilà, ces écosystèmes-là et de mieux préserver tout ça. Alors, avant de revenir à vous, M. Kinda, nous allons repartir au studio pour écouter les préoccupations et les peines du vieux lui-même de son vivant. Le site sur lequel nous nous tenons en ce moment était bondé d'arbres de plus de 40 ans d'entretien, mais un jour nous avons constaté que des gens les ont abattus, pas coupés simplement mais déracinés. Pourtant le site appartient à plusieurs générations de ma famille. Quand on s'installait sur ce site, il était impossible de trouver une seule brindille, même pour curer une dent. Mais nous avons tout fait pour restaurer cette terre nue à travers plusieurs techniques et moyens de restauration. Vraiment, le lotissement qu'il y a eu ici à Gourga nous a causé beaucoup de tort. Mon père avait également une forêt avec 12 sources d'eau, des manguiers, des baobabs de plus de 80 ans qui produisaient très bien, que nous avons tous entretenus. Ils ont détruit l'espace sans aucun dédommagement. Même mes enfants qui avaient en son temps 30 ans au moins n'ont eu aucune parcelle, pourtant le terrain leur revient de droit de par leur lignée. Au moment où je pratiquais pleinement l'agriculture, j'ai obtenu des Blancs une salle de stockage de semences que je partageais avec qui veut et même cet espace a été parcellé. Je demande aux autorités de vraiment s'impliquer pour préserver cet espace très utile. Nous sommes mortels, mais les mauvaises œuvres ne passent pas. Il faut donc veiller.
En tout cas, le vieux Yacouba a su le dire. Nous allons partir, mais nos œuvres demeurent. Alors, il faut veiller pour donc préserver cette forêt qu'il a léguée à la nation burkinabé. Alors, vous l'avez entendu, en son temps, il a eu beaucoup de peine pour sécuriser donc sa forêt et beaucoup de difficultés. Nous allons revenir à Monsieur Kinda afin donc qu'il nous donne sa vision sur comment préserver donc la forêt du vieux Yacouba qui se posait déjà la question il y a plus de 10 ans. Je pense que M. Diabouga a déjà relevé un pan de cette préoccupation-là. Vous voyez, il y a une image qui circule beaucoup. On voit le vieux Yacouba Sawadogho assis dans sa forêt avec une partie brûlée. C'était en 2019 et il se lève dans la nuit, on a incendié une partie de la forêt. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui comment est-ce que ce feu-là a pu prendre dans ce jour-là. Et vous voyez toute la tristesse et la désolation qui a habité le vieux lorsqu'il est allé voir ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ces pyromanes-là n'ont jamais été retrouvés. Ça, c'est une préoccupation. L'autre préoccupation aussi, c'est M. Diabouga a très bien fait de soulever ça, c'est la sécurisation du site-là, notamment avec le titre foncier. Parce que tant que tu n'as pas ce titre foncier-là, rien ne prouve que ça t'appartient. Donc tout ce que tu as passé ta vie à construire une cinquantaine d'années, tu peux te lever un matin comme ça, trouver que ce n'est plus pour toi. Et la preuve, c'est que on a vu le fait, d'abord le vieux même l'a évoqué dans l'élément qui vient de passer, c'est là le lotissement qu'il y a eu lieu dans la forêt. Une partie de la forêt a été lotie. On se lève matin, on voit quelqu'un qui vient avec du sable, des graviers et tout ça, qui déracine ses arbres. Et ça déjà, ça met le vieux hors de lui. Et déjà, c'est pas bien pour la protection de la nature, c'est pas bien pour la protection de notre écosystème, surtout que le vieux a passé toute sa vie à faire ça. Donc il faudra trouver les voies et moyens pour sécuriser encore plus, pour que l'autorité puisse prendre ses responsabilités, pour savoir que ce qui a été fait là-bas mérite non seulement qu'on protège, mais qu'on puisse dupliquer ailleurs. Et Yacouba Sawadogho a certes posé les jalons, mais c'est au premier responsable du pays, au premier responsable du ministère en charge de l'environnement, la commune de Ouaguia, de savoir que c'est sa chose et qu'on doit mettre les moyens pour le faire. Et j'aime à le dire, Yacouba Sawadogho, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de Yacouba Sawadogho au Burkina Faso qui méritent également qu'on puisse regarder aussi ce qu'ils ont pu faire comme action, poser comme action, et puis clôturer aussi, ou bien leur attribuer des titres fonciers, ou dupliquer ailleurs, ou vulgariser, promouvoir ce qu'ils ont fait. Donc il faudra vraiment qu'on prenne le taureau par les cornes. Sinon, on sait très bien que dans nos pays là, quand tu es vivant, regardez ce qui s'est passé en 2018 là, malgré le fait qu'il soit en vie, on a brûlé une partie de sa forêt, on a construit à l'intérieur de sa forêt, et imaginez-vous un instant le fait qu'il ne se... Voilà. Un système peut arriver et tout changer. Et tout va changer. Donc il faut vraiment qu'on jette vraiment un regard sur ça et faire en sorte que quand même tout ce qu'il a passé sa vie à construire là ne soit pas piétiné un beau matin comme ça. Bon, ce sera désolant. Alors c'est une question donc de responsabilité partagée. Est-ce qu'il ne faut pas à ce rythme-là mettre en place un système de veille également pour éviter de telles catastrophes? Je me rappelle, il y a une association Wenkouni basée à Boulsa qui a fait également le même travail pratiquement, qui a régénéré plusieurs centaines d'hectares à Boulsa, mais cette forêt aujourd'hui est menacée par qui? Par l'autorité elle-même qui voudrait s'approprier cette forêt. Alors Monsieur Diabouga, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Très rapidement, en quelques mots, pouvez-vous répondre à cela? Ok, très rapidement, je pense que le code forestier prévoit des dispositions quant à la classification des aires classées. Et je pense qu'il faudra s'inscrire dans cette logique-là. Une forêt peut être classée au nom de l'État, au nom des collectivités territoriales, tout comme il peut y avoir des forêts privées. Donc il faudra travailler à
obtenir des statuts juridiques bien clairs pour l'ensemble de ces espaces-là. Voilà, que ce soit des forêts classées au nom de l'État, des collectivités, que ce soit des forêts privées. Voilà, il y a des procédures pour pouvoir sécuriser, voilà, et avoir un statut juridique bien clair. L'expérience a montré que les forêts sont mieux gérées par les communautés si elles appartiennent aux communautés elles-mêmes. Raison pour laquelle d'ailleurs le concept d'APAC est né, air et patrimoine autochtone et communautaire. Bon, ok, on ne va pas rentrer dans ça, mais c'est que sur l'autorité chargée de la protection juridique. Donc, il y a des mécanismes qui sont définis pour, voilà, pour avoir la protection juridique de chaque type de forêt en fonction de sa nature. Que ce soit forêt classée au nom de l'État, des collectivités ou des forêts privées. Donc, il faudra peut-être inviter les acteurs privés qui s'engagent à protéger des écosystèmes ou à restaurer des écosystèmes-là, à s'inscrire dans la logique, voilà, d'obtenir des statuts, voilà, juridiques donc pour leur réalisation. Voilà. En ce moment, les sites sont en leur nom et voilà, c'est bien sécurisé. Voilà, parce que dès lors qu'une protection n'est pas basée, formalisée sur le plan juridique, bon, on peut toujours contester. Voilà, quelle que soit par où la contestation vient. Donc il faut inviter tous les acteurs qui sont dans cette dynamique-là à s'inscrire dans la logique donc de l'immatriculation, voilà, de leur forêt. Alors, M. Daouda Kina, en 30 secondes, en tant que journaliste, concernant donc le système de veille, que faut-il en quelques mots? Bon, moi je pense qu'il faut beaucoup accroître la sensibilisation d'abord, parce qu'il faut que ce soit ancré dans la mémoire collective que protéger les forêts, protéger la nature incombe la responsabilité de tous. Donc il faudrait accroître la sensibilisation pour que on puisse poser des actions, reboiser et créer des forêts et pour le bien de tous. Alors, merci à vous, Daouda Kina. Merci à Emmanuel Diabouga, expert en évaluation environnementale, d'être passé sur ce plateau pour nous entretenir par rapport à ce thème important d'actualité. Comment préserver les acquis donc de Yacouba Sawadogo, celui-là même qui nous a quitté le 3 décembre dernier, alors même que se tient la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies au niveau de Dubaï. Alors, merci à l'homme pour cette belle œuvre, pour son engagement, et prière donc à toute sa famille de poursuivre cette œuvre pour la nation burkinabé et pour la planète. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Burkina Info et à très bientôt. Plaise à Dieu pour un autre numéro de votre émission alternative. Au revoir.